Et pour ça, nous avons deux intervenantes de taille. Nous avons Charlotte Tourmente et Marie-Delaine qui vont former un incroyable duo pour rentrer justement dans tout ce qui est la CEP, les droits, le travail, énormément de questions autour de ce sujet. Donc encore une fois, merci. Bonjour Charlotte. Bonjour Eva, bonjour tout le monde. On va essayer de vous donner des informations très concrètes et pragmatiques pour rester insérés socio-professionnellement. Et on partagera également notre expérience puisque Marie et moi mettons beaucoup d'énergie et de choses dans notre travail. Donc voilà. Complètement. Dans tous les cas, un grand merci d'être présente. Bonjour Marie. Ah, tu as un problème de micro, je pense qu'il faut l'activer. Hop, hop, hop. Les nouvelles technologies. En même temps, c'est les joies du live. Hein. On peut dire qu'on ne vous cache rien du tout. Bon, enfin, Marie, c'est notre expert travail. Ah, voilà, voilà. Bon, vous m'entendez? Oui. Bien. Oui, bonjour Marie. Merci encore pour ta présence ce jour. Je vais vous laisser toutes les deux dans ces cas-là. À tout à l'heure. Merci. À plus tard. À plus tard. Bonjour. Alors, écoutez, je vais d'abord me présenter. Je suis Marie-Delaine, patiente experte. Je suis dans le sud, parfois à Toulon, parfois à Marseille. Je suis désormais à la retraite. Après une longue vie professionnelle, j'ai travaillé durant 33 ans, inspectrice du travail, donc dans un service de contrôle de la réglementation du travail dans les entreprises de droit privé. Et je connais le droit public puisque j'étais fonctionnaire d'État. J'attache beaucoup d'importance à la question du travail. Depuis que je suis donc disponible, j'interviens beaucoup dans ce domaine parce que je le connais, c'est mon cœur d'expertise. Et ensuite, parce que je considère que c'est une question centrale de la vie. Nous allons en parler. Et oui, nous allons discuter. Je sais que sur mon secteur géographique, c'est un thème qui est très développé, tant avec les patients, dans le cadre de nos réunions avec les patients, réunions qui me tiennent vraiment à cœur, qu'avec avec les professionnels sur le plan institutionnel, dans le cadre de des ateliers d'éducation thérapeutique que je mets en place et que je développe avec l'ARS en PACA dans tous les champs des maladies chroniques. C'est un domaine qui aujourd'hui a attiré l'attention et est mis en lumière par toutes les institutions administratives, sur le plan aussi professionnel et puis entre nous les patients, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des outils et ces outils, on ne va pas avec Charlotte vous faire un catalogue précis de tous les outils, de tous les dispositifs, mais on souhaite vous présenter l'essentiel. Voilà. Exactement, vous présentez l'essentiel et que vous sachiez aussi ce dont vous pouvez bénéficier. Alors, le plan va consister, déjà, nous allons vous présenter quels sont les enjeux du travail avec une maladie chronique. Ensuite, quelques chiffres, parce que c'est toujours important et c'est vrai que les personnes qui travaillent avec un handicap sont toujours impactées il y a une discrimination et il y a un vrai impact sur le taux de chômage. Et puis, on arrive au cœur du sujet avec les ressources, qu'elles soient administratives, opérationnelles. Et j'ai vu qu'il y avait une question qui était arrivée, donc nous y répondrons plus tard. Oui. Oui. Bon, écoutez, si vous voulez, je vais d'abord évoquer la question des enjeux du travail dans une maladie chronique. On va cheminer avec cette maladie, on va cheminer notre vie durant avec elle. Et pour nous, comme pour tout le monde, le travail est une question centrale. Pourquoi? Parce qu'il répond à de nombreux besoins, il y a des besoins essentiels. D'abord, le premier de ces besoins, c'est le fait d'obtenir des ressources, d'avoir des ressources financières correctes.
En France, il n'y a pas d'obligation de maintien des revenus en cas de maladie chronique. Donc, on a des versements de revenus de substitution, hein, les allocations de chômage, les indemnités journalières maladie, les pensions d'invalidité, etc. Mais elles ne permettent pas un maintien du pouvoir d'achat, un maintien du revenu. La seule façon d'obtenir ce maintien, c'est de travailler. Voilà. Le deuxième besoin qu'il me paraît important de souligner, c'est la possibilité de conserver un véritable réseau d'insertion socio-professionnelle avec des gens très divers, très différents les uns des autres. Et ça, quand même, le travail reste d'abord quand même le lieu privilégié de ces contacts. Et d'ailleurs, vous avez vu durant la période de pandémie, des personnes qui travaillaient en télétravail largement en télétravail, se sont plaintes de cette absence de perte de lien, de ces pertes de lien. Besoin de protection sociale. Ça me paraît très important de le souligner dans la durée, parce que le revenu qu'on tire du travail supporte des cotisations sociales. Et ces cotisations sociales vont ouvrir des droits. En tout cas, davantage de droits que les prestations ou les revenus dont nous avons parlé tout à l'heure. D'accord ? Je vais vous donner 2 exemples pour être plus clair. Par exemple, par rapport à la retraite. Vous avez, en raison des périodes de maladie, d'invalidité, de chômage, etc., dans la vie, des trimestres qu'on appelle validés ou assimilés. Ils vont être pris en compte pour calculer vos droits lorsque vous parviendrez vous aurez l'âge de 65 ou de 67 ans, l'âge d'obtenir une retraite à taux plein, mais le montant de votre retraite, lui, sera calculé par rapport au trimestre cotisé. D'accord. Un autre exemple, après une période de maladie, vous bénéficiez d'indemnité journalière maladie, vous allez jusqu'au bout des 3 ans dans le cas de la LD, eh bien, pour retrouver des droits à indemnité journalière de maladie, il faut reprendre le travail 1 an. Donc, pour moi, incontestablement, le revenu tiré du travail, c'est une source est intéressant. Il y a aussi quelque chose qui me paraît intéressant, c'est le besoin quand même de se sentir utile. Alors, vous allez avec justesse me dire que ce n'est pas la seule façon de se rendre utile et de se savoir utile avec le travail. Là, ce que vous faites aujourd'hui, le bénévolat en particulier, c'est une superbe, magnifique façon, et moi j'y participe puisque je suis complètement dans ce mouvement-là, c'est une bonne façon de se sentir utile, mais le travail va apporter quelque chose de supplémentaire, c'est ce revenu qui nous fait défaut. Voilà. Si on ne l'a plus. Je suis entièrement d'accord sur l'utilité. Moi, brièvement, je suis médecin, mais la maladie m'a empêché d'exercer la médecine, ce qui était mon rêve, et j'ai dû totalement réinventer ma vie professionnelle. On en reparlera plus tard, mais je pense qu'il faut réussir à faire preuve d'une certaine créativité parfois pour rester dans l'emploi. Et en effet, il y a différentes façons de se sentir utile. Alors moi, il y a évidemment mon métier, mais les activités associatives, le site SAP Ensemble, mon livre Sclérose en plaques et Talons aiguilles, j'ai eu des retours très positifs. Là, le MSD, c'est exceptionnel. Je rejoins Marie. Je trouve qu'en termes déjà de soutien entre patients et d'information, et d'outils également, comme le précédent atelier, c'est vraiment extrêmement important. Je reviens au cœur du sujet. Donc aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Sur 65 millions, alors on est actuellement à 67 millions, là la source c'est l'OCIRP, il y a probablement un petit peu plus de personnes en situation de handicap, et il y a parmi ces 12 millions 2,7 millions de personnes qui ont une reconnaissance administrative du handicap. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle la fameuse RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Je fais une brève parenthèse, c'est pas toujours simple de faire la demande. Moi, je sais que quand j'ai reçu l'acceptation par la MDPH, j'avais 30 ans, franchement, j'ai eu un petit choc parce que je ne m'imaginais pas travailleur handicapé à 30 ans. Mais, et le mais est énorme, la RQTH, il faut vraiment la voir comme une mesure qui va vous protéger. Et ça, c'est fondamental et qui va élargir justement certains droits et c'est hyper important.
hyper important. Bon, et puis, ce qui ouvre à une reconnaissance administrative, c'est donc le fait d'avoir une pension d'invalidité. Alors, on affine encore un petit peu. Parmi ces 2,7 millions de personnes, il y a 1 million de travailleurs handicapés en emploi. Oui, parce qu'effectivement, le handicap, ça va entraîner 2 à 3 fois moins de chances d'être en emploi et 2 fois plus de taux de chômage. Et ça, c'est dramatique parce que parfois, ça s'explique par l'état de santé qui n'est pas compatible avec une activité professionnelle, mais d'autres fois, c'est tout simplement parce que les entreprises ou même d'ailleurs en indépendant, il n'y a pas les adaptations du handicap qui sont fournies. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Et il faut savoir aussi qu'il y a 8,4% des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap, tout de même. Et parmi eux, 60% sont au chômage longue durée. Ça, c'est un véritable enjeu que l'AGFIP a souligné récemment, parce qu'il y a quand même eu un petit progrès sur le taux de chômage. Mais essayer de diminuer le nombre de chômeurs longue durée, on sait que plus le chômage est long, plus les chances peuvent être diminuées de retrouver un emploi. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et je fais une brève parenthèse sur les femmes, puisque moi, je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Dare Women et surtout présidente de l'association qui est destinée aux femmes qui ont un handicap, Dare Women Handicap. Alors, c'est ouvert aux femmes et aux hommes. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une double discrimination. Elles sont encore plus pénalisées finalement que les hommes. Le défenseur des droits qualifiait les femmes en situation de handicap d'invisibles. Elles sont elles subissent davantage les temps partiels et les temps partiels imposés, et elles sont effectivement plus en situation de plus grande précarité parce que bien souvent, elles ont des emplois qui sont moins qualifiés, un accès moindre aux études, un plafond de verre majoré. Donc, c'est vraiment, enfin, aussi bien les femmes que les hommes, excusez-moi, tout l'enjeu réside dans l'amélioration des conditions de travail des personnes en situation de handicap. Alors là, il faudrait qu'on repasse à la diapo 3. Hervé, s'il te plaît. Enfin, ce n'est pas la 3 d'ailleurs. La suivante. Suivante. Merci. Bien. Bon, je vais poursuivre en traitant des ressources administratives et opérationnelles pour accéder, se maintenir et retourner au travail. Alors, vous savez que dans le monde du travail, la santé appartient à la sphère personnelle. On n'a aucune obligation de parler de sa maladie à l'employeur, même au médecin et au médecin du travail. Aucune obligation. Toutefois, on vous conseille, avec raison, de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont nous a parlé Charlotte auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Et on vous suggère de le faire rapidement. Pourquoi? C'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est désagréable. Employer ce terme handicapé, c'est difficile à entendre, à accepter, mais n'hésitez pas, parce que dans le monde du travail, le mot maladie n'existe pas. On parle de handicap et lorsqu'on emploie ce mot, c'est pour parler des troubles fonctionnels que génère la maladie. Si vous avez une sclérose en plaques avec aucun trouble asymptomatique, il n'y a pas besoin de RQTH. En revanche, dès que vous avez un petit problème, n'hésitez pas, parce qu'elle va vous permettre de bénéficier d'un atout. Elle va vous permettre d'abord, parfois, c'est un argument d'embauche, parce que vous avez cette reconnaissance, vous pourrez être embauché. Vous savez que les entreprises, à partir de 20 salariés, ont l'obligation de recruter des personnes en situation de handicap, et si elles ne le font pas, elles sont bien pénalisées. Ensuite, cette reconnaissance va vous permettre de bénéficier de droits, notamment la possibilité d'avoir un suivi particulier, préférentiel par le médecin du travail, des interlocuteurs comme Cap Emploi, l'AGFIP,
le FIP, voyez, dont on parlera tout à l'heure, et aussi d'avoir la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée ou d'avoir des recrutements, de bénéficier d'un recrutement spécifique dans la fonction publique, d'obtenir aussi en dehors du droit commun de formations spécifiques et puis d'avoir donc ce Cap Emploi qui est ce réseau spécifique de recrutement et de maintien dans l'emploi. Alors, que faire quand le handicap perturbe l'exercice du travail? Alors, il y a d'abord des alliés. Vous avez des personnes, des interlocuteurs. Le premier allié, c'est le médecin. Ce sont des médecins, votre généraliste, le neurologue et le médecin du travail. Parce qu'il faut en parler. Je crois que le premier geste, le premier acte à faire, c'est de s'exprimer, c'est de dire la fatigabilité, dire que le lieu de travail n'est pas adapté, voyez, qu'il y a des nécessités d'aménagement. Et si vous ne savez pas à qui en parler, votre généraliste pourra, lui, il connaît quand même les institutions, il connaît la structuration du monde du travail, il pourra vous orienter vers ce médecin du travail si vous ne le connaissez pas. Ensuite, il y a le médecin du travail, c'est l'interlocuteur, c'est l'allié, c'est l'interlocuteur type, vraiment important. Parce que pourquoi? Lui, il connaît la réalité de la maladie, et s'il ne la connaît pas, il a les moyens de la découvrir, de s'informer. Vous voyez, il a tous les outils intellectuels, médicaux, et il connaît aussi les contraintes du travail parce que c'est le seul médecin qui ait le droit de pénétrer, d'entrer dans une entreprise. Alors, il ne va pas, le médecin du travail, c'est un médecin. Il est tenu par le secret professionnel. Il ne communique absolument pas à l'employeur sans votre accord, des informations médicales, d'accord? Lui, il va communiquer des conclusions. Et ces conclusions, on peut, si vous voulez, en parler en termes d'aptitude, d'inaptitude ou de restriction ou de contre-indication. C'est ça. Ça sera en lien avec vos difficultés, mais c'est ça que l'employeur va connaître. Apte, pas apte, ou apte avec des aménagements. Et c'est à partir de ces informations, de ces conclusions du médecin du travail, que l'employeur va pouvoir discuter aussi avec vous, et si vous avez des difficultés, que vous aurez exprimé auprès de ces médecins, et qu'on pourra à ce moment-là mettre en place des dispositifs. Parce que l'intérêt du médecin du travail, c'est qu'il prépare, lui, il prépare l'action de ces organismes dont nous avons parlé, Cap Emploi, l'AGFIP ou le FIP, un peu secteur privé, c'est l'AGFIP, secteur public, c'est le FIP. Donc, après le médecin du travail, votre deuxième interlocuteur, c'est Cap Emploi. Cap Emploi, c'est une structure publique qui travaille à côté de Pôle emploi. D'ailleurs, ils sont en train de se rapprocher. Ils ont commencé à travailler dans les mêmes locaux. Pour l'instant, le Cap Emploi, les conseillers de Cap Emploi s'occupent des personnes en situation de handicap et Pôle emploi des autres. L'intérêt de Cap Emploi, c'est d'avoir un conseiller qui va mettre les chances de votre côté. Il est extrêmement bien formé. Nous avons ici dans notre région une patiente qui est conseillère à Cap Emploi et on mesure ses connaissances et ce qu'elle peut nous apporter en termes d'information. Il facilite votre recherche d'emploi, il vous aide à rédiger vos CV, vos lettres de motivation, il vous propose des offres d'emploi, il est en lien avec les entreprises qui ont cette obligation de recruter. Il va vous trouver des moyens aussi pour compenser, hein. Il va vous trouver des moyens pour compenser et pour adapter votre situation. Il ne travaille pas seul. Cap Emploi, c'est une équipe. Dans cette équipe, il y a le conseiller, mais il y a tout ce qui travaille derrière. Il y a des psys, il y a des ergos, il y a des kinés, il y a des ingénieurs, des techniciens. Enfin, il y a vraiment derrière toute une équipe de gens qui va pouvoir vous aider en termes techniques. Et puis, qui pourra aussi basculer vers un soutien financier. Le soutien financier, lui, il est apporté par l'AGFIP dans le secteur privé et par le FIP dans la fonction publique. Vous voyez? Et ils vont pouvoir, tous ces gens-là, le médecin du travail, Cap Emploi, l'AGFIP ou le FIP, vont vous permettre de mettre en place des aménagements. Ces aménagements vont pouvoir concerner votre poste ou votre temps de travail. Concernant votre poste de travail, vous pouvez avoir
grâce à cette équipe et en fonction de vos besoins, la possibilité de bénéficier d'aménagements ergonomiques, d'un ordinateur à résonance vocale, voyez, d'un éclairage adapté si vous avez des difficultés d'ordre visuel, d'un accès adapté si vous avez des problèmes de marche, des problèmes pour franchir les escaliers, pour monter les escaliers. Voilà. Le télétravail aussi, c'est une formule qui se développe, qui s'est développée grâce à la Covid, mais qui va continuer, qui va perdurer et qui vous permet aussi de poursuivre une vie professionnelle avec moins de difficultés, moins de lourdeur, qui allège, qui apaise. Vous avez aussi la possibilité de fractionner les tâches avec des temps de repos. Ça, c'est préconisé aussi par le médecin du travail. Et puis, des aides pour alléger le transport. Voilà, grâce à des financements de la PCH, aménagement de votre véhicule pour vous rendre au travail. Et si ça ne suffit pas, l'AGEFIP aussi intervient pour faciliter ce financement et l'améliorer. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'en 2008, j'ai fait une grosse poussée avec des douleurs. Mon poste de travail était plus adapté. Par chance, il lançait un site internet avec une possibilité de télétravail, et c'est à ce moment-là que j'ai basculé pour un travail sur Internet. L'AGEFIP a géré la transition pour vérifier que chez moi, j'avais un poste de travail qui était tout à fait acceptable. Le médecin du travail est intervenu pour préciser mes horaires, le fait que je devais absolument être en télétravail, 4 demi-journées sur 5, alors qu'avant, j'allais sur mon lieu de travail tous les jours, ce que j'étais incapable de faire à partir de 2008. Et la MDPH est intervenue également, puisque, alors ça, elle est intervenue 3 ans plus tard à la suite d'une autre poussée avec hémiplégie, où là, j'ai fait une demande de PCH, donc prestation de compensation du handicap, pour une prise en charge de VTC pour aller sur le lieu de travail. Alors, ce n'est pas énorme, mais en tout cas, c'est vraiment une aide. Et moi, plutôt que de changer 1 à 2 fois de transport en commun, il y a une nette amélioration sur ma qualité de vie. Pour revenir sur la RQTH et sur la maladie, moi, comme dès 2004, je suis toujours dans la même entreprise, comme je souffrais que de handicap invisible, j'ai pris le parti d'en parler parce que je sentais quand même une certaine empathie en face de moi. J'avoue que ça a facilité les choses. Je ne le conseille pas à tout le monde parce que ça dépend vraiment qui on a en face de soi. Donc ça, c'est vraiment à adapter de façon plus fine. Mais je crois qu'il faut vraiment pas hésiter à faire intervenir tous les intervenants possibles qu'on vous a cités, parce qu'ils ont chacun une aide à apporter. Et c'est un soutien par rapport à l'entreprise. En fait, on n'est pas seul à demander des ajustements, des adaptations. On est soutenu quand même par la GFIP, et ça, je trouve que c'est hyper important. Et à côté donc de tous ces aménagements de poste, il y a aussi, pour apporter du confort et nous permettre de nous soigner, des aménagements de temps. Alors, il y a quelque chose qui est très important, la possibilité de demander une répartition du travail, du temps de travail dans la journée ou la semaine, vous voyez, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Certains travaillent mieux le matin, d'autres l'après-midi. Donc, prendre en compte les besoins des gens pour mieux répartir le temps de travail. Le temps partiel, il y a le temps partiel, bien entendu. Alors lui, la difficulté du temps partiel, à proprement parler, c'est qu'il entraîne une rémunération partielle, elle aussi. Et ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais avant, on a quand même d'autres possibilités. On a le temps partiel thérapeutique, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. D'accord ? Il est limité à 1 an. Il est mis en place. Il est demandé par votre médecin généraliste, et il est mis en place avec l'accord de la sécurité sociale et du médecin du travail. Et puis, il y a quand même une autre mesure qui succède en général au temps partiel thérapeutique ou à la maladie, qui est le temps partiel et l'invalidité.
avec l'invalidité, quelle que soit la catégorie. On peut toujours travailler avec l'invalidité première, deuxième ou troisième catégorie, en respectant des règles strictes de cumul, voilà, dont on parlera si vous voulez un peu plus tard. C'est un peu technique, mais on peut cumuler le travail à temps partiel et l'invalidité, notamment l'invalidité première catégorie, qui vous permet de percevoir 30% de votre ancien salaire brut. Voilà. Je vais apporter juste quelques petites précisions sur le temps partiel thérapeutique, puisqu'actuellement, je suis en temps partiel thérapeutique. Je travaille 4 demi-journées sur 5 au lieu de 5 pour avoir un vrai week-end, un week-end de 3 jours et récupérer davantage. En fait, moi, mon entreprise, je vous raconte l'anecdote parce que je pense que c'est assez révélateur. Quand il y a un problème lié à mon état de santé, je cherche toujours la solution avant pour l'apporter à l'entreprise parce que la majorité des managers ou des employeurs ne connaissent pas forcément les dispositifs. Le médecin du travail est censé les connaître, évidemment, mais c'est vrai que moi, le manager m'a dit, bon, bah écoute, merci, parce que finalement, quand il y a un problème, tu apportes une solution. Et c'est aussi pour ça qu'avec Marie, on tenait à vous faire cette présentation, parce que avoir la connaissance de ce qui est possible, ça permet quand même de ne pas arriver uniquement avec un problème, entre guillemets, mais proposer des solutions. Il y en a. Après, j'avoue qu'elles sont compliquées. Le médecin généraliste est une ressource essentielle, parce que c'est elle qui prescrit le temps partiel thérapeutique, qui est ensuite validé par le médecin du travail, qui fait des recommandations à l'entreprise. Voilà, Hervé, j'ai fini ma petite parenthèse. Merci. Oui, il y avait une question là sur l'invalidité, la possibilité de travailler avec une pension d'invalidité. Oui, on a une réglementation assez complexe parce que d'un côté, on a la réglementation sécurité sociale qui conduit en fonction de critères très précis, d'une grille d'évaluation très précise, des médecins conseillent à vous attribuer une pension d'invalidité. Et puis de l'autre, on a des textes, et notamment des textes constitutionnels qui vous permettent de travailler quand vous le souhaitez. On n'empêche personne de travailler en France, d'accord? Mais il y a des règles de cumul très précises. Voilà. Il ne faut pas dépasser, lorsqu'on travaille, le salaire que l'on percevait avant de tomber malade. Vous voyez, quand vous cumulez les deux salaires et revenus tirés d'une pension d'invalidité, vous ne devez pas dépasser ce que vous gagnez avant. Alors, c'est un peu compliqué, mais on a des nouveaux textes qui confortent bien le fait que l'on peut cumuler pension d'invalidité et travail. Et donc, la pension d'invalidité, elle est attribuée dans deux cas, hein, en principe, lorsque votre maladie est stabilisée ou après épuisement de vos droits à indemnité journalière maladie. Et c'est toujours le médecin conseil qui prend la décision. Et je voulais aussi vous dire une chose très, très importante. Lorsque vous allez être mise en invalidité, dites-vous bien que la mise en invalidité n'a aucun effet sur votre contrat de travail. Elle n'entraîne pas la rupture de votre contrat de travail. Vous ne restez pas dans les limbes parce que vous pouvez être mis en invalidité après une période de maladie, personne ne bougera. On vous donnera cette pension d'invalidité, notamment en première catégorie, 30% de votre ancien salaire brut, ma foi, ce n'est pas énorme, mais personne ne risque de venir vous chercher. Ou alors l'employeur vous licenciera pour abandon de poste 6 mois plus tard avec perte de vos indemnités de licenciement. Donc, lorsque vous êtes mis en invalidité par la sécurité sociale, rapprochez-vous du médecin du travail. Parlez-lui de cette mise en invalidité qu'il ne connaît pas, il n'y a que vous qui la connaissez, ni l'employeur, personne ne la connaît. Évoquez cela, il connaît votre entreprise, il connaît vos ressources, il connaît vos possibilités, et avec tout ça, il va y avoir des possibilités qui vont voir le jour. Voilà. Et moi, je voulais juste simplement vous dire un truc à mon propos. Moi, j'ai eu la chance de travailler 33 ans, dont la plus grande partie en maladie. Bon, outre un environnement extrêmement favorable, toutes mes demandes d'aménagement et d'adaptation de poste ont été entendues. Vous voyez, je n'ai pas pu faire du contrôle en ayant une sclérose en plaques pendant longtemps, parce que c'est extrêmement fatigant. Donc, mon poste a été aménagé. Je suis passée d'un poste donc, actif, avec des déplacements, à un poste sédentaire, où avec toujours, je conservais mes fonctions juridiques, et c'est ça qui m'intéresse. Le fond, mes fonctions, elles étaient toujours là, et c'est ça qui m'intéressait. Simultanément, j'ai eu donc le temps partiel thérapeutique. Ensuite, mon administration m'a autorisé à arriver plus tard,
avoir des journées plus courtes. J'étais très fatigable, donc j'ai pu aménager mon temps de travail, avoir des journées plus courtes. Et puis, ce que j'évitais aussi avec ces journées courtes, c'était les embouteillages. Et ça n'a pas de prix. Quand on est dans une grande ville comme Marseille, voyez-vous, c'est fondamental. Et j'ai ensuite pu mettre en place, alors là, je rejoins ce vient de dire Charlotte, le temps partiel, quand j'ai longue maladie fractionnée. Mon administration, pourtant, on est plutôt à l'avant, jamais en retard sur le plan du social, ne connaissait pas. C'est moi qui leur ai parlé de l'information, c'est moi qui ai développé l'information. Et aujourd'hui, ça a marché. Et aujourd'hui, dans notre région, dans notre département, il y a pas mal de fonctionnaires qui utilisent cette formule. Voilà. Donc, qu'on a développé, les neuros ont été informés, ils sont au courant, ils établissent des protocoles de soins. Et ça vous permet lorsque vous ne travaillez pas, vous vous soignez. Moi, j'ai écouté une grande partie donc, des ateliers précédents et j'ai pu faire de la rééducation tout le temps, de la kiné, de la balnéo, des activités physiques adaptées ces dernières années, de l'hypnose, de la sophrologie, de la méditation. Voilà. Parce que lorsque je ne travaille pas, je me soignais. Et on a l'obligation, lorsqu'on ne travaille pas, de se soigner. Donc, ça incite, vous voyez, à être acteur de sa vie, de sa santé. Donc, c'est tout à fait possible. Voilà. Et pourquoi je vous parle pourquoi j'ai parlé de ce CLM fractionné? Parce que dans la fonction publique, on ne peut pas cumuler pension d'invalidité et travail. Voilà, c'est la formule qui existe, qui se substitue au cumul pension d'invalidité travail. Concernant, alors on va passer voilà, pour les ressources. Donc, on va continuer sur le thème des ressources. Donc, parfois, l'état de santé ne permet pas qu'il y ait une adaptation du poste de travail, que ce soit en termes d'horaire ou de flexibilité ou alors d'aménagement de poste. Donc, dans ces cas-là, dans le cas où il n'y a pas d'adaptation ou si le salarié refuse, car il est tout à fait possible de refuser si on ne veut pas de ce poste, si on estime qu'il n'est pas du tout adapté. Ça, il n'y a aucun problème, on peut refuser. Et dans ces cas-là, il y a diverses possibilités. Je vais vous présenter les premières et Marie les suivantes. Donc, la première, c'est le reclassement au sein de l'entreprise sur un poste compatible avec l'état de santé, évidemment, et ça nécessite une formation, si c'est nécessaire. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, c'est vrai que les entreprises n'ont pas toujours de poste compatible, donc ça peut être très problématique, mais il y a d'autres possibilités. Il peut y avoir l'essai encadré de 14 jours renouvelables. Alors ça, c'est assez méconnu et c'est proposé par l'assurance maladie ou la sécurité sociale agricole. Et dans ces cas-là, on va conserver, c'est quand on est en arrêt de travail, on va conserver les indemnités journalières de la sécurité sociale. Et en plus, on va pouvoir faire un essai en entreprise pour voir comment ça se passe dans l'entreprise où on est, mais ça peut aussi être dans une autre entreprise. Et il y a encore un autre dispositif, c'est ce qu'on appelle la convention de rééducation professionnelle, donc toute récente, la 1er avril 2022. Et ça s'adresse à deux types de publics, soit les personnes qui sont inaptes ou en risque d'inaptitude, et elle a une durée maximum de 18 mois. Alors, en quoi elle va consister cette formation? Ça va permettre de se former à un autre métier plus compatible avec l'état de santé, et ça peut se faire soit dans l'entreprise, soit dans une autre entreprise. L'avantage, c'est qu'on conserve le contrat de travail et la rémunération, avec évidemment, ça c'est intéressant pour cotiser et bénéficier des droits dont Marie vous a parlé. Et ça se met en place grâce au médecin du travail, qui est vraiment l'interlocuteur à privilégier. Et la CPAM, Sécurité sociale agricole ou Cap emploi peuvent intervenir. Et dans certains cas, en dernier recours, il peut y avoir un licenciement pour inaptitude avec des indemnités. Alors, je ne vous cache pas que c'est c'est souvent un choc, ou alors en tout cas,
il y a certains patients qui me le racontaient comme ça en me disant, moi, j'ai pris un mur dans la tête. Parce que sur l'estime de soi, ça peut être difficile. C'est une période qui est pas simple à gérer. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et là, je parle sur le plan psychologique ou par des patients qui ont vécu la même chose. Ça peut venir, les parrainages sont là aussi pour ça. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas la fin de la vie professionnelle. Et Marie va vous présenter tous les dispositifs qui sont possibles pour se réinventer ou continuer à avoir une activité qui est adaptée. Après un licenciement, oui. Après un licenciement. Voilà, oui. Juste une précision pour les fonctions publiques. Dans la fonction publique, pour les fonctionnaires, il y a désormais ce qu'on appelle la convention de préparation au reclassement, qui, lorsque le médecin vous a déclaré inapte, voyez, vous avez la possibilité pendant 1 an de percevoir votre salaire et puis de faire des tas de stages d'immersion dans d'autres entreprises, un peu avec Cap Emploi, avec le FIP aussi, pour voir un petit peu ce qui vous intéresse et ne pas lâcher le monde du travail. Voilà. Ensuite, c'est vrai que je rebondis, donc, Charlotte, oui, le licenciement ne signifie pas la fin de la vie professionnelle, hein. Il y a des tas d'options qui existent, hein. Bon, si on veut continuer à travailler, parce que si on est licencié à 60 ans, peut-être qu'on en aura assez. En revanche, si ce licenciement, malheureusement, il intervient beaucoup plus tôt dans la vie, il y a des possibilités. Donc, vous vous inscrivez au chômage auprès de Pôle emploi, vous percevez les indemnités de chômage et à ce moment-là, votre premier interlocuteur, là aussi l'interlocuteur, c'est Cap Emploi, avec son conseiller qui va vous suivre très précisément, qui va avec lequel vous allez échanger, discuter, mesurer vos difficultés et vos besoins. Il y a un outil qui est très intéressant, un dispositif qui est très intéressant, c'est le conseil en évolution professionnelle. C'est l'équivalent du bilan de compétences en plus complet et qui va vous permettre, ça fait généralement, les gens qui en ont bénéficié, quand ils en parlent, ils disent que ça leur a fait beaucoup de bien. C'est très rassurant, ça conforte parce que vous mettez l'accent sur vos capacités. On a l'impression, même parfois avec la maladie, qu'on a perdu les capacités. Ben non, pas du tout. On les a conservées, on en a même acquis d'autres, mais on en parlera sûrement plus tard. Mais on mesure ses capacités, ses compétences, ses connaissances, et puis on est aussi orienté, on s'oriente grâce à de nombreux outils que vous propose le conseiller vers des métiers sur lesquels il y a des possibilités de travailler. Il y a le marché d'un côté qui est favorable, il y a quand même pas mal de travail aujourd'hui, et puis il y a donc vos capacités. Si, en l'état de vos connaissances, vous n'êtes pas en mesure de poursuivre une activité raisonnablement qui corresponde à vos attentes, à vos aspirations, à vos besoins, parce qu'il faut aller vers la qualité. C'est comme ça qu'on est bien au travail, hein, avec des travaux qualifiants et des activités de qualité. Il y a des formations. Vous avez toutes les formations de droit commun et puis vous avez des formations qualifiantes qui sont proposées aux personnes qui ont la RQTH, qui sont extrêmement intéressantes. Alors, l'intérêt, si vous voulez, de toutes ces formations, c'est qu'elles sont en général adaptées aux difficultés. Elles sont plus longues, elles se déploient autrement, elles permettent de vous reposer. Et alors la mesure phare, c'est le contrat d'apprentissage qui se déploie actuellement et qui connaît un grand succès dans le monde notamment du handicap. Voilà. Il est très intéressant d'abord parce qu'il vous apporte de véritables connaissances, et puis surtout il apporte aussi c'est important, des aides à l'entreprise. Donc c'est gagnant-gagnant. Si vous voulez, tout le monde y gagne. Après, vous avez, vous, la possibilité de financer des formations plus courtes à travers, par exemple, votre compte personnel de formation, puisque vous avez, vous aussi, comme tous les salariés de France, privés ou publics, un compte personnel de formation. Et avec la RQTH, il est majoré. Vous voyez, par exemple, dans le privé, il est de 800 € par mois au lieu de 500. Voilà. Et ça, vous pouvez consulter, vous allez consulter votre compte, moncompteformation.gouv.fr, et il vous donnera toutes les informations. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a toujours là, avec Cap Emploi derrière, l'AGFIP ou le FIP, qui vont pouvoir financer des formations dès lors qu'elles ont été bien finalisées. Autre truc très intéressant, c'est la validation des acquis de l'expérience qui peut être mise en place aussi dans ce parcours, au moment de ce parcours, vous voyez.
Et puis, là, on a donc parlé de cet interlocuteur privilégié qui est Cap Emploi. Vous avez un deuxième interlocuteur qui est très important, c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Elle, avec son équipe pluridisciplinaire, il y a la Maison départementale des personnes handicapées, c'est une équipe pluridisciplinaire d'abord, avec des médecins, des ergos, des psys, des IDE, des travailleurs sociaux, bref, tout un panel, et puis des experts qui viennent à la demande aussi, autres, qui vont venir vous aider, et notamment qui interviennent, vous le voyez quand vous complétez le document des demandes MDPH, vous avez une partie travail et formation. Vous avez la possibilité de faire des stages de préorientation pour définir votre projet professionnel. Ça, c'est fait avec des psychologues du travail, c'est pas mal aussi, je connais pas mal de gens qui en ont bénéficié. Des stages de rééducation professionnelle pour remettre à niveau aussi, des formations qualifiantes, et tout ça, c'est rémunéré. Vous avez la possibilité d'être rémunéré et ainsi, de cette façon-là, vous reconvertir. Voilà. Vous avez aussi, par le biais de la MDPH, les contrats de rééducation professionnelle. Mais lorsque vous vous présentez à la MDPH sur cette problématique, vous allez avoir donc des personnes qui vont vous accompagner et vous donner toutes les informations nécessaires. Et puis, vous avez un dernier dispositif qui marche depuis 2-3 ans, qui monte en puissance, me semble-t-il. C'est ce qu'on appelle le dispositif emploi accompagné, qui peut être prescrit par la MDPH, mais aussi par le service public de l'emploi, c'est-à-dire Pôle emploi, les missions locales, le Cap emploi. C'est un accompagnement dual. D'un côté, vous avez un accompagnement médico-social, d'accord, et de l'autre professionnel. Voilà. Alors, ça vous permet, effectivement, si votre maladie s'est aggravée depuis peu, par exemple, d'avoir une assistante sociale, par exemple, ou des médecins qui vont vous orienter dans votre parcours, et puis dans votre parcours administratif et social, et puis des psys, des ergos et d'autres professionnels qui vont vous orienter du côté professionnel pur. Voilà. Alors ça, c'est l'intérêt de ce dispositif à emploi accompagné, c'est qu'il n'est pas limité dans le temps. Vous pourrez l'utiliser, là, ils ont mis beaucoup de moyens là-dessus, et vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez, et si c'est nécessaire 3-4 ans, ben, ça sera nécessaire. En tout cas, le texte ne prévoit aucune limitation de durée. Alors, en conclusion, nous voulions vraiment attirer votre attention sur le fait qu'il existe beaucoup de ressources, de dispositifs dont on n'a pas forcément conscience, puisque forcément, ce n'est pas notre métier, et que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la question, que ce soit quand on est en poste et pour se renseigner sur les adaptations possibles, ou quand on est déclaré inapte, parce que vous avez vu tous les dispositifs décrits, il y en a vraiment énormément et il y en a forcément un qui vous correspond. Donc moi, je voulais finir la conclusion sur quelque chose de très positif, parce que oui, avec une maladie chronique évolutive, un handicap, on peut encore travailler de façon adaptée avec des compensations. Alors, je sais bien que je dois modérer mon enthousiasme parce que ça dépend. Il y a encore en France une variabilité en fonction des interlocuteurs qu'on a en face de soi. En tout cas, la loi nous protège. Et j'insiste sur les grandes qualités qu'une telle maladie nous fait développer par la force des choses, parce qu'on passe notre temps à nous adapter à notre forme qui est très fluctuante d'un jour à l'autre, à positiver aussi. On sait souvent bien communiquer grâce au handicap invisible, parce qu'on n'a pas le choix. Si on ne parle pas, personne ne peut comprendre ce qu'on ressent. Et puis, et ça en discutant avec Marie, c'est elle qui l'a souligné, on a aussi bien souvent une capacité à gérer la complexité et l'incertitude, alors qu'il y a des gens qui parfois, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés, sont stressés par l'incertitude ou tout simplement stressés, hein, dans la vie, ça arrive. Et la maladie nous apprend aussi à développer des ressources et des atouts incroyables qu'il faut mettre en avant dans les entretiens si vous êtes en recherche d'emploi. Parce que c'est vrai que pour des employeurs, ce sont des habilités qui sont extrêmement précieuses.
Donc ça, il faut en avoir bien conscience. Savoir aussi que la RQTH, à l'heure actuelle, eh ben, pour l'entreprise, sont des bénéfices qui sont déjà financiers puisqu'ils vont avoir des aides différentes, que ce soit pour l'accueil, l'insertion, le maintien dans l'emploi, et des aides qui ne sont pas négligeables, sont des bénéfices humains, parce qu'une personne qui a un handicap peut mettre une dynamique qui est très différente, beaucoup plus… enfin là, je peux parler de mon expérience et puis de celle de certains grands amis, une dynamique différente qui est plus centrée sur l'écoute, plus humaine et plus empathique, je trouve. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Il n'y a pas la même dynamique dans les équipes. Il y a des travaux qui commencent à sortir qui montrent qu'une entreprise qui est plus inclusive eh bien, est également plus performante. Donc, contrairement aux idées reçues, parce qu'on a souvent tendance à associer handicap avec baisse de performance, ben non, c'est pas le cas. Et puis, il faut bien comprendre qu'au XXIe siècle, ben, la recherche a fait énormément de progrès. Moi, j'ai eu le diagnostic en 96. Alors, c'est une forme récurrente rémitante. Il y avait 2 molécules à l'époque. Là, il y en a plus d'une quinzaine. Et ça, c'est extrêmement… c'est fondamental, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de chances de trouver un traitement qui nous convienne et donc qui ralentit l'évolution de la maladie. Donc, ça veut dire plus d'années en capacité d'exercer une activité professionnelle. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut donner de l'espoir dans les moments un petit peu plus sombres. Évidemment, il faut des compensations pour le handicap, mais l'emploi, ça peut être vraiment une source d'équilibre et un poids d'ancrage très important. Il faut aussi savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qu'on appelle handi-accueillantes, comme disent les RH, que vous pouvez les repérer soit sur LinkedIn, sur leur site, parce que bien souvent, quand elles le sont, elles communiquent dessus. Et puis ça, c'est vrai que c'est plus simple quand on veut être recruté par elles, parce qu'elles sont plus sensibles au savoir-être, à la motivation de la personne qui a un handicap. Alors évidemment, les compétences sont toujours hyper importantes et elles priment, hein. Mais il faut savoir que ces entreprises, elles sont plus nombreuses dans de nombreux domaines, que les entreprises du CAC 40, donc les plus grosses, ont initié ce mouvement et communiquent énormément dessus. Après, les faits ne suivent pas toujours, mais résultat, de grosses PME suivent, et en tout cas, j'allais dire bientôt, mais j'espère le plus rapidement possible, les plus petites vont également favoriser l'inclusion. Donc, on finit par cette phrase que Marie et moi, mais partageons totalement: réussir sa vie professionnelle, c'est possible. Mais voilà, il faut connaître les dispositifs dont nous avons le droit, parce que c'est un droit légal de disposer. Et voilà, je crois que cette présentation, on verra avec Eva, mais on va tâcher de la mettre sur le site SAP Avenir pour que vous puissiez vous y référer en cas de doute. Si le site le permet, moi techniquement, je ne peux pas le dire. Ouais, On verra. il sera même primordial de le mettre sur le site Très et bien. même de le diffuser sur nos réseaux, puisque je pense que concrètement, il est juste parfait. Je pense que même ça… Parfait, je ne sais pas, la perfection n'est pas de ce monde. Non, mais dans tous les cas, il est efficace et il a des infos précieuses dont beaucoup de patients ont besoin. Donc, juste pour ça, merci à toutes les deux. Je sais que ça vous a demandé beaucoup de temps et d'énergie dans une période qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Alors, juste pour ça, merci à vous, merci aux patients. Et on va venir aux questions. Par contre, il y a eu de nombreuses questions sur le chat. On ne va pas toutes les faire parce qu'il manque de temps, on est sur la fin. Mais il me semble que Jérôme a quelques questions importantes qui sont revenues. Vas-y, Jérôme. Merci Marie et merci Charlotte pour cette intervention. Il y a des questions auxquelles Charlotte a répondu au fur et à mesure sur le chat, donc je ne vais pas à nouveau les répéter. Il y a une question qui est revenue quand même parfois. À quel moment est-ce qu'il faut demander à la MDPH, est-ce qu'il faut faire un dossier à la MDPH à partir du moment où on a eu son diagnostic? Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Quand est-ce qu'on doit le faire? Moi, je pense qu'on va chacune avoir une réponse. Je commence, Marie. Moi, je crois que, sauf blocage psychologique énorme, faut le faire rapidement. Déjà parce que ça prend du temps.
Déjà, parce que d'une part, ça prend du temps, et puis d'autre part, il faut bien se dire que typiquement pour la RQTH, on n'est pas obligé de la communiquer directement tout de suite à l'employeur. Mais en revanche, si on fait une poussée et qu'on a besoin d'utiliser cette RQTH qui peut nous protéger, dans ces cas-là, on pourra la dégainer et on n'aura pas à attendre les 4, 6, 8 mois du dossier de la MDPH. Parce que voire 12. voir, voilà. Donc, toi, tu sais bien de quoi on parle. Donc, moi, j'ai tendance à dire, faites-le le plus rapidement possible. Ce sera fait. Et si vous en avez besoin, au moins, vous pourrez bénéficier d'aide. Ça peut être une prestation compensatoire du handicap. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, voyez-le comme une mesure de protection, même si je sais que c'est pas facile au départ. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je partage complètement ton point de vue. Nous aussi, on conseille aux personnes, même dans les ateliers d'éducation thérapeutique, de le demander le plus tôt possible, en indiquant bien aux gens que c'est de toute façon personnel, qu'ils n'auront à l'utiliser que s'ils en ont besoin et quand ils en auront besoin et envie. Voilà. Mais qu'ils conservent ça, c'est un atout, effectivement. Je partage complètement ce que tu as dit. Ensuite, il y a une question qui revient. Est-ce qu'il y a un site qui regroupe tous ces droits, justement? Est-ce qu'on peut retrouver quelque part toutes ces informations? Oui, vous trouverez à la fin de notre PowerPoint, donc Diaporama, une liste de sites sur lesquels vous allez trouver donc plusieurs sites, notamment des sites publics. Vous avez Mon Parcours Handicap, vous avez les sites de services publics, et puis les sites de l'AGFIP, du FIP, de Cap Emploi. Voilà. Je précise juste que parfois, il faut croiser les sources pour avoir la totalité des informations. Ouais. Allez sur des sites officiels, publics, autant que possible pour avoir une information actualisée. C'est ça que je recommande. Voilà. Moi, je cite des sites que je connais bien parce que je sais qu'ils sont actualisés, je connais pas mal les rédacteurs et c'est ça qui est très important. Nous avons une multitude. Là, écoutez, ces derniers mois, il y a une foule de textes qui modifient à la marge, certes, mais qui modifient quand même les dispositifs. Donc, pour avoir une bonne information valable, allez sur des sites publics. Voilà. Alors, Eva vient de mettre sur le chat le site 7 mes droits. Et ensuite, il y a tous les autres sites qui ont été rajoutés par Hervé directement. Donc voilà, on va s'arrêter là parce qu'après, il y a des questions, mais qui sont des questions d'ordre personnel sur des calculs de trimestre, etc. Et je pense que là, il y a des sites ou des forums d'aide qui sont présents sur Facebook, qui vont pouvoir aider les personnes à trouver les réponses adaptées à un cas particulier. Parce que là, si on doit répondre à des cas particuliers, on ne va pas forcément avoir toutes les informations en main pour pouvoir apporter une réponse circonstanciée et juste. Oui. Voilà. Donc, il nous reste à vous remercier, Marie et Charlotte, pour cette un intervention. plaisir de clôturer cette belle journée. Merci surtout à toute l'équipe de C'est pas à venir parce que ça a été un boulot quand même conséquent. Bon, à la hauteur du résultat. Donc, ça, c'est chouette. Alors, merci beaucoup, C'est pas à venir et toute l'équipe. Et merci de nous avoir permis d'intervenir et d'informer les personnes. Merci et restez là quelques secondes. Il y a Eva qui va nous rejoindre. Eva? Alors? On a perdu Eva. Eva, Delphine, Ludo, Eric. Je suis désolée, on m'avait bloqué l'accès. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, je suis désolée, du coup, on m'avait mis dans la salle d'attente. Je ne pouvais plus intervenir. Un grand merci à toutes les deux, vraiment, pour cette intervention sur les droits et le travail qui me semblait nécessaire, puisqu'elle faisait aussi partie de la longue liste des doléances que les patients nous ont remontées, parce qu'il faut savoir que ce programme a été mis en place grâce aux patients qui nous ont fait remonter leurs besoins. Donc, voilà, je pense que cette journée touche à sa fin. Je vous remercie à tous parce que je sais que ça a demandé énormément d'énergie. Merci aux bénévoles, aux différents intervenants, à nos différents partenaires, à Coloplast, à Novartis, à l'association Aventure Hostive, à Carla Deschites,
à Maxence, à tous ceux qui ont fait que cette journée a pu se rendre possible. Encore un grand merci à notre parrain Dominique Farrugia, qui, je pense, pour nous est encore de belles choses sont à venir. Donc cet avenir a, je pense, un grand avenir grâce à vous, parce que bien évidemment, cet avenir se fait par des patients, pour des patients. Donc encore une fois, un grand merci à tous les bénévoles, et d'ailleurs, je les invite tous à se connecter pour qu'on puisse tous ensemble se dire au revoir, se dire merci, que ce mois de la sclérose en plaques a été long, a été riche en partage, en expérience. Beaucoup de patients nous ont partagé un tas de choses, et tous les replays seront bien évidemment disponibles sur notre chaîne YouTube donc d'ici la semaine prochaine. Et puis, on va vous annoncer en direct donc, le petit relooking du logo de Cet Avenir qui avait besoin d'une petite remise au goût du jour. Et donc, nous vous le proposons en avant-première. Il est beau. Super, il est chouette. Beau. Donc voilà, sur ce, un grand merci à tous. Merci d'être présents. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, et j'espère ce coup-ci en présentiel. Merci Très bonne à journée toi, à tous. Eva. Merci, à à tous. bientôt. Merci. On tournait en avion pour arriver. Au revoir. Merci à À vous bientôt, tous. au revoir. Regardez, merci Au à revoir tous. tout le monde. Au revoir. Merci au réseau de santé, au réseau CEP, à tous nos partenaires, à tous ceux que j'aurais oubliés. Je vous remercie tous. Ce que je préfère chez moi, c'est mon regard. Le mental, Ce que je préfère chez moi, c'est mes yeux. Ma volonté vraiment d'aller au bout des choses et de vraiment réussir et profiter pleinement de tout ce que j'entreprends. Comment je me suis sentie ce matin? Plutôt en forme. motivé, se lamenter ne sert à rien, à part aggraver son état. Motivée. Je me suis sentie ce matin motivée, contente de la nouvelle journée qui commence et des nouveaux moments qui s'offrent à moi. Ce matin, je me suis sentie très très fatiguée. Ce que j'ai envie de faire demain, des tonnes de choses. J'ai envie de faire plein de choses. Sortir et marcher, ne pas rester isolé. Aller me promener, balader un petit peu avec mes chiens et profiter du beau temps. Demain, j'ai envie tout simplement de profiter de mes enfants, de s'installer ensemble, se poser, faire des jeux, des promenades. Quel est ton rêve dans ta vie? D'avoir un travail qui me plaît. Voir mes amis, mes proches en bonne santé. Clairement, mon plus grand souhait dans la vie, c'est d'être maman, donc j'espère avoir un jour un enfant. Mon rêve absolu, ça serait vraiment de faire tous les plus beaux marathons dans les plus belles villes du monde. Tant que ma maladie me laisse un petit peu tranquille et me donne assez de courage pour les finir. Ma plus grande faiblesse, ma famille. Parce que c'est eux qui sont le plus touchés, le plus impactés moralement, qui s'inquiètent vraiment le plus pour moi, qui s'inquiètent même plus de la maladie que moi. L'émotion, je suis parfois trop en pâte. Ma plus grande faiblesse pour moi, c'est mon corps. Parce qu'il me laisse pas faire tout ce que j'aurais envie de faire et c'est très dur d'apprendre à vivre avec ça. Ma plus grande faiblesse, c'est les paresthésies, les décharges électriques qui irradient ton corps sans prévenir, qui viennent, qui repartent. Elles font mal, mais elles ne se voient pas. Ce qui est le plus invalidant pour moi dans la vie, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques. La sclérose en plaques. La sclérose en plaques.